Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, une question présidentielle 2025. Faut-il un dialogue entre gouvernement et opposition? On ira dans l'Est de la RDC. Faut-il craindre l'enlisement de la situation? Pour parler de ces deux sujets, des débatteurs ce soir. Beta Michel. Bonsoir, Beta. Bonsoir, Dr Kolo. Bienvenue, Beta. Et Saint-Claver Oula. Bonsoir, Saint-Claver. Bonsoir, Kolo. Bienvenue, Saint-Claver. Bienvenue également à Bledson Mathieu. Bonsoir, Bledson. Oui, bonsoir, Kolo. Et puis, pour terminer, Sangaré Yacouba. Bonsoir, Sangaré. Bonsoir, Kolo. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous dans le Club de la Presse. À 8 mois de l'élection présidentielle, peut-on affirmer que le dialogue est impossible entre le gouvernement et le pouvoir? Davis Oyo. À 8 mois de la présidentielle ivoirienne, le dialogue entre le gouvernement et l'opposition semble impossible. À chaque rencontre ou meeting, critiques, accusations, invectives meublent les discours de chaque camp. PDC, RDA, PPACI, FPI, société civile demandent un dialogue politique. Un dialogue politique inclusif pour statuer sur ce que l'opposition appelle les défaillances du système électoral. Entre autres préoccupations, l'absence du nom du président du PPACI, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale, la révision de la liste électorale 2025 avant l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. En réponse, l'exécutif laisse aux députés de l'opposition la responsabilité de déposer ou non une proposition de loi en faveur de l'amnistie des opposants qui, pour l'heure, ne peuvent pas être candidats à la prochaine présidentielle ivoirienne. Selon le porte-parole du gouvernement, cette décision de l'exécutif est le fruit des derniers dialogue politique entre pouvoir, opposition et société civile. Pour le porte-parole du gouvernement, tous les problèmes qui relèvent d'une institution doivent lui être portés. Pour certains experts, un dialogue politique s'impose pour décrisper l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est votre avis, Beta Michel? Bon, moi, je reviens un peu à la question telle qu'elle a été posée. Dialogue impossible. Je ne crois pas. Moi, j'aurais reformulé la question. Parce que, à la vérité, il y a des demandeurs du dialogue et il y a une partie qui refuse le dialogue. On se souvient que le PPACI, depuis près de 2 ans, a déposé un courrier auprès du gouvernement pour réclamer un dialogue, pour parler de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. À côté de cela, les partis d'opposition, tous réunis le 9 août dernier, ont produit un communiqué dans lequel ils demandaient un dialogue. Donc moi, je pense qu'à la vérité, il y a un pouvoir et un régime qui refuse le dialogue, c'est le RHDP et son président. Il ne faut pas se le cacher. Les autres sont demandeurs de dialogue et le pouvoir refuse le dialogue. Ils méprisent même à la limite l'opposition, puisque des différents courriers qui lui ont été adressés, aucune réponse n'est revenue. C'est à croire qu'il est seul sur le terrain. Il s'en fout de ce que l'autre pense et il avance comme ça. Et espérant peut-être passer en force, parce qu'il y a des points sur lesquels les partis d'opposition ont bien énuméré leurs griefs, notamment la révision de la liste électorale, notamment l'accession du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Moi, je crois que si on en est arrivé à l'élection en 2010, après cette grave crise que le pays a connue, c'est grâce au dialogue. Nous sommes passés, c'est vrai, dans beaucoup de situations pour arriver à ce dialogue, mais nous avons dialogué. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le dialogue n'est nullement rompu, n'est nullement impossible, mais il y a un mépris de ceux qui sont au pouvoir vis-à-vis des demandeurs du dialogue qui sont l'opposition. C'est pourquoi je voulais profiter pour aussi saluer cette opposition-là, qui malgré l'attitude que lui impose le parti au pouvoir, adopte une attitude responsable. Parce que ce n'est pas possible. On n'aurait pas vu ça par le passé. Donc quand même, sont étonnés, disent non, l'opposition est moribonde, l'opposition ne brandit pas le rapport de force. Mais ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle pense aux Ivoiriens. C'est parce qu'elle se souvient que ces Ivoiriens ont souffert pendant des années de ces crises à répétition entre partis au pouvoir et opposition qui ont nous entraînés dans une rébellion, dans une division du pays. Non, ils ne veulent pas revivre ça. Donc aujourd'hui, je crois qu'en donnant la possibilité, par des courriers, par des interpellations, au pouvoir de venir au dialogue,
faut qu'ils saisissent ça pour que nous puissions avancer. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer certains points, mais il faut qu'on vienne au dialogue. Juste votre voisin, juste à côté de vous, Bledson Mathieu. Bon, je ne suis pas vraiment d'avis avec lui. Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays. Il n'y a pas un parti qui refuse le dialogue. Il n'y en a pas d'autres qui le prônent. Le dernier dialogue politique ne date pas de l'Antiquité. Il y a eu les partis politiques, le pouvoir, ils se sont réunis. Et la dernière décision, les dernières décisions qui sont intervenues, c'est inclure le PPACI dans le présidium de la CEI. Donc ça, aujourd'hui, l'opposition réclame deux choses. Pour lesquelles un gouvernement, il a été élu pour travailler. On se souvient aussi qu'on a passé des tergiversations dans les discours, dans les dialogues, dans les soucis, créer des gouvernements d'union, ce que beaucoup cherchent aujourd'hui, en fait. Et puis on n'a pas avancé. C'est-à-dire une opposition est là pour avoir un programme, critiquer le gouvernement, avoir un programme. Ça, c'est le fait qu'on n'en a pas là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire aucun des différents prétendants n'a de programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit si je prends le pouvoir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu n'as pas naturellement, entendu? Non. On entend toujours. Non. Aucun n'a présenté le programme. Et si c'est au PDC que tu penses, Thiam lui-même dit que c'est après la convention qui va sortir. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il n'y a pas de programme. Maintenant, quelqu'un veut être président, il n'a pas de programme, il fait quoi? Il faut qu'il trouve des affairages. Mais le gouvernement ne peut pas écouter des affairages. Concernant la révision de la liste, la dernière ne date pas de longtemps. Je peux bien comprendre, c'est parfaitement logique qu'une formation politique réclame une révision électorale en 2025. Mais ce qui a eu lieu en 2024, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu d'engouement. Moi, j'en parle avec passion parce que c'est l'argent des Ivoiriens. Moi-même, je ne suis même pas pour qu'il y ait chaque fois des révisions électorales. Il faut basculer les nouveaux majeurs directement sur la liste, ça nous fait économiser. C'est l'argent des Ivoiriens. Tant que c'est le trésor qui paye, moi, j'ai mon intérêt là-dedans. On a ouvert, on y a consacré des milliards. Et puis, bon, il y a eu comment on appelle ça? Les gens ne sont pas venus s'inscrire. On dit, on n'a qu'à répéter quand même les mêmes opérations. Il y a pratiquement 6 millions de personnes inscrites sur la liste. Convoquez les 6 millions et puis vous allez gagner les élections. Vous dites non, il reste peut-être 100 jeunes qui ne sont pas inscrits. Il faut forcément que ces 100 jeunes-là soient inscrits. On ne dit pas forcément. Même s'ils sont inscrits, ils ne peuvent pas faire basculer le résultat du scrutin, puisque ceux qui sont sur la liste, c'est autour de 6 millions, et ceux qui sont en attente, c'est 400 000. On ne peut pas, comment on appelle ça, hypothéquer notre avenir, créer des palais pour cela. Mais vraiment, ça c'est ma position. Le cas du PPAC, il dit non, on veut que le président Laurent Gbagbo soit inscrit. Ça, il faut être d'accord avec eux, c'est leur volonté. Et puis bon, on considère que l'exclusion nous a suffisamment créé des problèmes, donc il faut régler ce problème. Mais le pouvoir n'est pas fermé. Il dit, vous avez des députés à l'Assemblée nationale qui déposent une loi d'amnistie et puis on va voter. Quand quelqu'un te dit ça, tu vois qu'il m'a fermé la porte. Tu connais tes problèmes. Fais une demande, on va régler. Voilà. Au moins que les députés de l'opposition fassent la loi d'amnistie, la proposition de loi d'amnistie, et que les députés des RHDP qui sont majoritaires votent non. À partir de ce moment, on peut accuser le RHDP de n'avoir pas, comment on appelle ça, favorisé peut-être. Donc moi, vraiment, je ne vois pas. Je pense que les partis politiques, y compris aussi le RHDP, ont intérêt à nous exposer leurs projets. Tu ne peux pas être à 7 mois des élections. On ne sait pas ce que les gens veulent. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour, je sais pas moi, l'industrialisation? Que voulez-vous faire pour l'agriculture? On ne sait pas. Les enseignants, les fonctionnaires, vous augmentez leur salaire, vous diminuez la cherté de la vie avec quel projet et vous les financez comment? On ne sait pas. On entend certains parler, dire non, la dette est du bas, non, la dette est excessive. Oui, la dette est excessive. Mais quand vous allez vous pouvoir, vous faites quoi? Vous ne prenez plus de dette, donc ça veut dire quoi? Vous ne développez plus le pays. Vous financez vos développements comment? Personne n'en parle. Mais ça fait rire quand tu vois des grandes personnes, des gens que tu respectes, des gens qui ont peut-être souvent une carrure internationale, qui viennent et puis, bon, il prend le micro, il dit, regardez-moi, il dit rien de bon. Mais si vous ne le faites pas, le débat va devenir passionnel. Parce que quelqu'un veut le pouvoir, on le regarde, il ne dit rien. Donc, il y a un groupe qui va le trouver joli et un autre qui va le trouver vilain. Mais c'est pas là, mais ça, c'est pas fini. Yacouba Sangaré, tu vois qui sourit là. Ouais, je pense que je ne suis pas d'accord avec ce que Beta a dit en disant que le pouvoir refuse le dialogue. Je pense qu'il ne faut pas faire une sorte de fétichisme autour de la question du dialogue. Pour moi, le dialogue n'a jamais été rompu. Il y a eu déjà une séquence
de dialogue politique avant les élections locales de 2021 et avant les élections locales de 2023. Et là, sur la question de la présidentielle, je pense que l'opposition fait, permettez-moi l'expression, un peu un mélange de tout. Voilà. Je pense qu'il faut dissocier la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et la question de l'organisation pratique des élections. Je voudrais d'abord, concernant la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je pense que le porte-parole du gouvernement a ouvert une piste. Et là, cette piste indique clairement que le gouvernement n'est pas réfractaire au dialogue, contrairement à ce que certains de l'opposition tentent de faire croire. Donc, il appartient aux députés de proposer une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale et puis on verra ce que cela va donner par la suite. Maintenant, concernant la question de la révision de la liste électorale, moi, je pense qu'il faut qu'on soit un peu réaliste. La révision de la liste électorale a eu lieu l'année dernière et selon les calculs, on avait besoin de 4 millions de nouveaux inscrits. Au résultat des courses, après d'avoir une première phase qui a eu lieu pendant 3 semaines, il y a eu une prolongation une semaine après. Donc après un mois, on a au total que 954 000 inscrits. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le quart des 4 millions de personnes recherchées. Moi, je pense qu'il faut tirer d'abord les leçons de ça. Pourquoi il y a eu ce faible engouement? Moi, je pense que les politiques doivent se poser ces questions. La première conclusion qu'on peut retirer, la première leçon qu'on peut en tirer, c'est un désintérêt des Ivoiriens. Pourquoi les Ivoiriens ne vont pas s'inscrire sur la liste électorale? Parce que la politique ne les intéresse plus. Pourquoi la politique ne les intéresse plus? Parce que les politiques leur font peur. Parce qu'à chaque échéance électorale, ils font planer une certaine forme de tension, de crise sur le pays. Et ça, personne ne veut de la crise dans ce pays. Surtout qu'on a on a traversé une longue période de troubles qui s'est malheureusement terminée par une crise post-électorale qui a fait officiellement 3000 morts de décembre 2010 à avril 2011. Et ça encore, il y a encore le séquel et le traumatisme. Donc, il faut que les politiques comprennent qu'aujourd'hui, les populations aspirent au développement. Et tant que les politiques ne leur envoient pas des signaux dans ce sens, ils ne vont jamais courir pour vouloir aller s'inscrire sur la liste électorale. Il y a des gens qui ont eu tous les papiers, mais ils ont dit « je ne vais pas m'inscrire sur la liste électorale parce que ça ne m'intéresse pas ». Je pense que c'est la première question. Ensuite, ça, c'est le premier point que je voulais relever. Donc, s'il n'y a pas d'engouement, pourquoi s'évertuer à vouloir faire la liste et cette révision de la liste électorale? Ça, c'est la première question. Pour moi, ce qu'on a déjà fait en octobre-novembre peut suffire. Ensuite, le calendrier électoral, qui reste, pour moi, l'obstacle majeur à une révision de la liste électorale avant la tenue de l'élection. Nous sommes déjà en mars. La CEI a annoncé il y a 2 jours, il y a quelques jours, que la liste provisoire sera disponible le 17 mars et qu'à partir du 22 mars, le contentieux va commencer. Le contentieux va prendre environ 3 mois. Et à partir de fin juin, on aura la liste définitive. Et à partir de fin juin jusqu'en fin août, on a 2 mois pour le parrainage. Et entre fin juillet et fin août, il y a le dépôt des candidatures. Techniquement, quand on regarde, pour moi, il n'est pas possible de faire une révision de la liste électorale. Pas la révision de la liste électorale, elle n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, elle est en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays où se trouvent des citoyens ivoiriens qui sont en âge de voter. Il faut recevoir les données, il faut les traiter. Remarquez, la révision est finie au mois de novembre. La CEI a pris au bas mot 3 mois pour traiter les données. Pour qu'on puisse avoir la liste provisoire le 17 juin. Donc, techniquement, ce n'est pas possible. 17 mars, pardon. Donc, si on prend le risque de le faire, on risque d'empiéter sur le calendrier électoral. Aussi, l'élection ne se tient pas, selon comme la Constitution l'exige, le dernier samedi du mois d'octobre, qui va tomber le 25 octobre. On ne sera plus dans une question de révision, on sera dans une autre situation qui peut peut-être déboucher sur une autre crise à laquelle on ne s'attend pas. Les gens pourront dire, bon, l'élection n'a pas eu lieu, il y a un vide constitutionnel. Là, on va se trouver dans une situation plus grave que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Pour moi, il y a 9 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. Je rappelle qu'en 2011, c'est 6 millions de personnes qui ont participé à l'élection, aux 2 tours de l'élection, avec au premier tour 83%, au deuxième tour 80%. Ça a permis d'avoir une élection tranquille. Donc, avec les 9 millions, on peut faire l'élection. Il faut que l'opposition, pour moi, se consacre sur son projet. On est aujourd'hui théoriquement à moins de 8 mois, à 7 mois. Quel est leur plan? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que ce que le RHDP, le pouvoir actuel, a fait pendant ces 10 dernières années? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes de construction de routes, en termes de construction d'écoles, des centres de santé, en termes d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens? C'est là que se trouve pour moi la question essentielle et non tous ces débats, pour moi, qui ne visent qu'à distraire l'opinion et surtout à effrayer davantage les citoyens ivoiriens. Alors, parce que je parie que même si on fait une révision par extraordinaire, je ne suis pas certain qu'on aura plus inscrits que ce qu'on a eu au mois de novembre et décembre. Donc pour moi, il faut passer à autre chose. Voilà. Proposer un nouveau programme,
Et puis les Ivoiriens vont choisir, vraiment, à leur intime conviction, celui qui pense qu'il peut même de leur permettre de franchir un cap, d'améliorer leurs conditions de vie. M. Claver-Oula, vous êtes d'accord? Passer à autre chose? Merci, Kolo. Je pense que le confrère il est en train de répondre à la place de la CEI qui, par le passé, a dit qu'elle est techniquement outillée pour faire la révision de la liste électorale. Elle a fait en 2020, elle a fait en 2015, elle a fait en 2020. Et aujourd'hui, en 2025, elle nous fait des démonstrations ici et là que ce n'est plus techniquement possible de faire la révision de la liste électorale. Or, la loi dit qu'il faut faire la révision de la liste électorale chaque année. Mais pas forcément. Et à cet effet, excusez-moi, et à cet effet, la loi dit, il y a un budget qui est dégagé dans ce sens. Bon, le budget qui est dégagé en 2025, il va servir à quoi? Bref, moi, c'est mon point de vue que je voulais, la question que je voulais me poser à cet effet. Et revenir sur la question du dialogue. Mais pourquoi le dialogue est rompu alors qu'il devait être maintenu? Parce qu'en 2022, à la primature, il y a eu le dialogue politique, il y a eu des recommandations. Les recommandations ont demandé qu'il faut créer un cadre de concertation permanent. Et que ce cadre-là allait statuer, plancher sur les différentes recommandations qui ont été soulevées. Et jusqu'à ce jour, où se trouve ce cadre? Il n'a même pas été mis sur pied. C'est le gouvernement qui devait mettre ce cadre-là sur pied. C'était sous Patrick Kachi. Après, on est passé à Begré-Mambé. Jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu des recommandations des points qui ont été soulevés. Ces points aujourd'hui sont en suspens. Et dans ces points, il y a effectivement la question de la commission électorale indépendante. Mais ça, c'est une question et il y a plusieurs autres questions. Il y a des avoirs des personnalités politiques qui doivent être dégelés. On a parlé du retour, en ce moment, on avait parlé du retour de Charles Blé Goudé, mais on avait aussi parlé du retour en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro et qu'il fallait créer des conditions. Il y a plusieurs autres points qui ont été évoqués. Et quand ça arrange le pouvoir, on ramène l'opposition à un cadre juridique qui existe. On parle d'Assemblée nationale. Mais attendez, Kolo, nous sommes dans ce même pays, on veut ruser avec qui? Le président Alassane Ouattara lui-même, il est le fruit du dialogue. Sa candidature a été le fruit du dialogue. Son élection a été le fruit d'un dialogue. Mais il faut maintenir le dialogue afin de faire reculer les antagonismes, afin de faire baisser la tension. Il faut dialoguer, il faut maintenir le dialogue entre les personnalités politiques. Il faut maintenir le dialogue. Il y a longtemps que le dialogue a commencé dans ce pays. On ne peut pas se réclamer d'Oufouetis, Oufoué, qui est lui le chantre du dialogue, le chantre de la paix. Depuis plusieurs années, jusqu'à ce qu'on en arrive au coup d'État de 2002 et 2003, qu'on entre dans une série de dialogues, de négociations, on aille de négociation en négociation, et que l'opposition à l'époque, conduite par l'actuel président Alassane Ouattara et l'ancien président Henri Konan Bédié, et qu'ils se lèvent ici dans ce pays pour dire qu'ils vont imposer le dialogue, ils vont imposer les négociations au président Laurent Gbagbo, qui lui était président à cette époque. On a suivi ici Didier Madi à Bouaké à l'époque, quand il faisait partie du directoire du RHDP à Bouaké, qui s'est mis à genoux et qui demandait pardon aux populations à Bouaké et qui leur disait qu'ils vont imposer le dialogue, imposer les négociations au président Laurent Gbagbo. Mais qui, lui, pour la paix, a accepté de parcourir des pays, d'aller à Marcoussis, accepter de se faire humilier à Marcoussis, et qu'on en arrive aux négociations à Ouagadougou et qu'on en arrive à obtenir les accords de Ouaga et qu'on accepte enfin d'aller aux élections, même si toutes les conditions d'élections libres et transparentes n'étaient pas réunies. Les élections ont été organisées, on a vu ce que ça a donné. Et donc, quand vous, le RHDP, et vous, le président Alassane Ouattara, une fois quand vous arrivez au pouvoir, mais il faut promouvoir le dialogue, il ne faut pas rompre le dialogue, il ne faut pas tourner le dos aux revendications de l'opposition.
C'est ce à quoi nous voulons assister aujourd'hui. Et non des antagonismes qui sont en train d'être créés et qui vont nous conduire à une élection de 2025 où il va y avoir encore des tensions inutiles, des dégâts en vie humaine, des dégâts en... Alors, il y a beaucoup de réactions. Mais je souhaite d'abord donner la parole à Beta Michel et juste après, ce sera vous. Et puis Sangaré ensuite. Beta Michel. Oui, moi je suis surpris que d'aucuns ici veulent nier la volonté du dialogue ou bien la nécessité du dialogue. Les autres estiment que l'opposition fait de dilatoire en évoquant les questions du dialogue. Moi je suis un peu outré qu'on veuille prendre les choses ainsi. Parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, notre pays, c'est l'essence même de tout ce que nous avons réussi jusqu'ici, c'est grâce au dialogue. En son temps, on a été obligé d'appeler des médiateurs neutres. Peut-être c'est à cela qu'on va arriver. Il faut appeler la CEDEAO, la communauté internationale, à venir nous aider à aboutir à un dialogue. Parce que jusqu'ici, je crois que c'est parce qu'on est entre nous que le pouvoir essaie d'ignorer les préoccupations de l'opposition. Mais il faut aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, il faut appeler à la communauté internationale qui nous a aidé à un certain moment, qui a aidé le président Ouattara à avoir sa candidature, qui a aidé certains autres à passer outre certaines dispositions de la loi pour permettre à certains de candidater. Il faut aujourd'hui appeler cette communauté-là au chevet de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende que la tension arrive à un niveau où on ne peut plus la maîtriser, comme on a vu en 2002, avec la division du pays en deux. C'est là qu'on a commencé à appeler la communauté internationale à nos cheveux. Et vous avez vu ce que ça a entraîné. On s'est enlisé dans la crise. Il faut commencer dès maintenant. Il faut qu'elle vienne à nos secours pour que nous permettre d'aboutir à un dialogue inclusif qui fasse en sorte que nous allons à des élections apaisées. Je le dis parce que la méfiance politique s'est installée. Vous savez, depuis 2010, avec la crise, aujourd'hui, l'opposition a le droit de douter même des pas que fait le pouvoir. Puisqu'on a l'impression que dans le jeu politique, les condamnations, la non-inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, les condamnations de certains autres candidats à 20 ans, ça donne l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jeu politique verrouillé. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire, il faut dire les choses. Le jeu politique est verrouillé par les processus juridiques et autres. Donc, moi, je veux qu'on s'entende aujourd'hui. Il faut qu'on fasse un effort. Parce que tant que ça dure ainsi, nous nous enlisons dans des crises qui, vraiment, je crains fort qu'elles ne puissent exploser à un moment donné, comme on l'a vécu par le passé. Bletson Mathieu. Oui, j'écoute avec passion parce que je ne comprends pas très bien. D'abord, vraiment, une fois de plus, je n'ai pas l'impression qu'on est dans le même pays. On approche des élections. Il y a des candidats et il y a des partis politiques qui veulent les élections. Je ne sais pas si certains Ivoiriens pensent que tout le monde doit se taire. Non. Les partis politiques vont faire du bruit. En principe, ils devraient avoir un programme à exposer. Comme ils n'en ont pas, ils feront du bruit. Ils ne peuvent pas se taire, et donc ils feront du bruit. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils disaient un programme, ils le défendent, ils montrent comment ils vont le financer, on va critiquer leur programme. Et puis, comme Sangaré le disait, ils peuvent séduire même l'ensemble du pays et puis on va laisser tomber tout ce qu'on veut suivre. Parce que ce que les gens veulent, c'est leur bonheur. Si quelqu'un vient montrer qu'en termes de développement, il est mieux que le RHDP, je ne sais pas pourquoi on ne va pas le suivre. Si quelqu'un veut doubler les salaires, diviser le prix des marchandises en deux et qu'il nous montre comment il va financer cette politique-là, on va le suivre. À partir du moment où les gens n'ont pas de programme, il faut qu'on s'attende, quel que soit ce que tu vas leur dire, ils ne peuvent pas s'enfermer chez eux, il faut qu'ils animent des meetings, il faut qu'ils rencontrent leurs militants. Ils le rencontrent, ils vont leur dire quoi? Que le pays est beau, que le pouvoir en place est bon? Non. Forcément, il va dire quelque chose. Donc, la solution serait qu'ils aient un programme. En attendant d'en avoir, on doit les subir. Donc, il ne faut pas attendre que le pays soit totalement quitte, que personne ne se plaigne. Ça, c'est la loi, le fonctionnement normal de la démocratie. Quand on suit un peu les élections, c'est un peu mon travail à fraternité matin. Les élections à l'extérieur, il y a toujours des critiques. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est d'abord un programme, c'est programme contre programme. Pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est visage d'un individu, son nom, contre visage d'un individu, son nom. Dès lors, ça rentre dans la passion. C'est une affaire de j'aime, j'aime pas. Ça, on ne peut pas diviser. Celui qui aime, il aime. Tu ne peux pas le convaincre que ce qu'il aime, il est mauvais. Il faut qu'on en arrive un jour où ce soit des programmes, qu'on défende des programmes. On montre comment on veut y arriver, on montre comment on va le financer. Ça, pour l'instant, on n'y est pas. Moi, je voudrais vous poser une question. Oui, je veux bien le poser. Mais bon, sauf à éviter de changer le rôle. Non. La loi dit, on est dans un pays, la loi dit
il faut faire la révision de la liste électorale. Et l'arbitre en charge de le faire dit non, je ne le fais pas. Et l'opposition conteste et vous dites, est-ce qu'on est dans le même pays ou bien on n'est pas dans le même pays? Moi, je ne vous comprends pas. L'opposition dit le processus électoral est verrouillé à l'avance. Tel que ça se passe, nous ne voulons pas que les choses s'enlisent. Donc, on prévient. Et vous dites non, qu'il faut que les gens continuent de parler de leur programme alors qu'ils voient, le mur dans lequel ils s'en vont directement. Ils s'en vont dans un mur qui risque de créer la tension, qui risque de susciter vous dites non. Non, c'est une question. La question m'est adressée. La question m'est adressée, je vais répondre. La réponse. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que c'est parce qu'ils n'ont pas de programme. Je ne minimise pas toutes les revendications. Hein. C'est-à-dire que la loi dit qu'on doit faire une révision électorale. Quand j'analyse, je ne vois pas réellement le tort que ça apporte à un parti politique. D'autant plus que quand on fait la révision électorale, tout ça, Sangaré l'a dit, il y a 9 millions de personnes qui sont inscrites. Les jeunes qui ne sont pas encore inscrits là, ils ne sont pas localisés dans une zone pour qu'on puisse me dire, bon, regardez, par exemple, ils sont dans le Bélier, et dans le Bélier, le conseil régional est PDCI. Donc, ne pas les prendre, c'est faire du tort au PDCI, j'aurais compris. Ils sont repartis, ces jeunes-là, sur l'ensemble du pays. Ils sont peut-être 300 000. Si vous les ajoutez, ça ne peut pas changer le cours des élections. Mais ce n'est pas rien. Mon problème, c'est l'appréciation du tort. Même si c'est 100, 200, voilà. 300, ça fait tort. Les enrôler, c'est pas un tort à quelqu'un, c'est la loi. C'est la loi. La loi dit qu'il faut enrôler. Moi, si c'est 10, 15, il faut enrôler ces personnes. Deuxièmement, il y a quelque chose que je veux quand même... vous avez la parole. Voilà. Il y a quelque chose que je vais dire, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que quand il y a des mésententes, ça aboutit à des élections, et ces élections aboutissent aux crises, et que ça, c'est la CEI. Je vais rectifier, aucune de nos crises n'est venue de la CEI. Hein. Aucune de nos crises. Faisons très attention. Aucune de nos crises n'est venue de la CEI. La première crise qu'on a vue, c'est en 2002. Gueye était président, Babou était dans l'opposition. La CEI a organisé les élections. La CEI a dit, Babou a gagné. Gueye a dit, il ne veut pas. Il y a eu crise. En 2000. En 2000, pardon. En 2010, Babou était président. Ouattara était dans l'opposition. On a fait un premier tour. Oui, Bédié a été disqualifié et Bédié a porté son soutien à Ouattara. Après les élections, la CEI dit Ouattara a gagné, Babou dit je ne veux pas, il y a eu crise. Donc ce n'est pas notre système électoral qui est très performant. Je le disais dans le matin, il est même plus performant que les systèmes électoraux dans certains pays, notamment le Ghana et le Sénégal. Mais c'est les hommes politiques qui changent. C'est-à-dire chez nous, là, quand quelqu'un est au pouvoir, il a gagné, même dans l'opposition, il a gagné, il dit je ne veux pas partir. C'est ça qui a envoyé la crise, ce n'est pas le système qui a conduit là. Pourquoi je dis c'est ça qui a envoyé? Parce que même en 2000, lorsque Gueye dit qu'il a gagné les élections, on peut dire, bon, après il va nous montrer. Jamais on a eu les preuves. En 2010, Babou a dit non, on va le compter, on a eu la crise. Après, depuis là, ils sont revenus. Hein, parce que chaque parti a comment on appelle ça, une copie des bulletins de vote, bureau par bureau de vote. Ils sont revenus. Moi-même, j'ai cherché Diamala Picasse pour lui demander, tu as déchiré le tout, c'est pourquoi? Finalement, un jour, il l'a attrapé, il a dit, bon, vraiment, il n'a rien vu. Lui, il a déchiré parce que, bon, ben, il n'avait pas vu ce qu'on publiait. Bon, voilà. Ça veut dire qu'il n'a pas d'éléments pour montrer que ce qu'on publiait est faux. Mais il n'a même pas vu. C'est lui qui a dit. Tu fais un procès. Non, dis ça. C'était ça. Il a dit ça. Il dit que lui, il représentait le ministère de l'Intérieur à l'époque. Et qu'il aurait bien voulu qu'avant la proclamation, la commission chargée de valider, consolider, il ne savait pas ce que voilà. Les résultats n'étaient pas consolidés en commission. Je ne sais pas ce que ça signifie à la CEI. Puisque quand on finit les élections, chaque candidat a les résultats. Je ne sais pas trop qu'est-ce que la CEI fait avec cette histoire de consolider, de prendre les résultats, et puis se cacher quelque part, venir annoncer point par point. On a l'impression... Ok, bon, ça c'était vraiment en passant. Voilà. On va continuer sur le sujet avec Yacouba Sangaré. Oui, moi je voulais d'abord apporter une précision par rapport à la révision de la liste électorale qui doit être faite chaque année selon la loi. Effectivement, la loi dit que la révision de la liste électorale doit être faite chaque année, mais la loi ne dit pas que la liste électorale doit se faire à une période X ou bien avant les élections. Les élections sont en octobre. Le président de la CEI a répondu que la révision peut se faire après les élections. Et ça, il n'a pas fait. La loi lui donne la possibilité. La loi lui donne la possibilité de faire. La loi, je vous écoute, la loi lui donne la possibilité de le faire. Je pense qu'on ne peut pas lui jeter la pierre pour cela. Et là, il est dans son droit et effectivement, il a raison sur cette question-là. Et je le répète, je le dis,
le grand frère Blesson m'a devancé sur la question et j'avais l'intention de le relever. Que tout ce qu'on a eu comme tension n'est pas du fait de la CEI, c'est du fait des hommes, de la responsabilité des hommes politiques. Et ça, moi, je voulais vraiment insister là-dessus. On va faire 10 000 dialogues politiques. On va faire 1001 concessions. Je vais dire consensus, on va faire n'importe quel accord. Si ceux qui vont à ces élections n'ont pas la responsabilité nécessaire de respecter les règles du jeu. Moi, les règles du jeu, c'est quoi? Je vais à une élection, j'intègre les deux hypothèses. Soit je gagne, soit je perds. Mais le problème ici, c'est que les gens vont aux élections en n'ayant qu'une seule hypothèse. Ce qui est antidémocratique en disant il faut que je gagne absolument. Non, tu ne peux pas gagner forcément absolument. Tu peux gagner comme ne pas gagner. Donc, c'est ça la responsabilité. En 2010, il y a eu beaucoup de dialogues, on allait aux élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les responsabilités des hommes politiques, il faut le dire la vérité. Si on avait respecté les règles du jeu, on n'en serait pas là. Et c'est ça la quintessence pour moi de la question des élections. La révision de la liste électorale est une règle du jeu. Donc, deuxièmement, je voulais aussi insister sur ce n'est pas la CEI qui vote. Je pense que pour moi, permettez-moi de le dire, c'est du dilatoire. Ce n'est pas la CEI qui vote. Ceux qui votent, c'est 9 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Ceux qu'il faut séduire. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut gagner les élections, il faut avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Pour la révision de la liste électorale, il y avait 12 000. En 2010, il y avait 19 000 bureaux de vote. Si vous avez un représentant dans tous les bureaux de vote, une fois que c'est fini, on fait les délibérations, je ne vois pas par quel miracle on peut vous voler votre victoire. Après, aujourd'hui, on a l'ère du digital. Et il suffit de faire une capture d'écran avec son smartphone et puis on vous renvoie ça à votre QG, vous avez les statistiques. Donc, il faut que les gens arrêtent de faire du dilatoire et surtout d'effrayer la population. C'est ce que je voulais insister dessus. On est 33 000, je vais terminer sur ça. Il faut que les politiques comprennent ça. Il y a environ 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 9 millions sur la liste électorale. Donc, il ne faut pas que pour des questions politiques, permettez-moi, on pourrisse la vie à de nombreuses personnes. Que les professionnels de la politique pourrissent la vie au reste de la société. Les gens ont envie de la tranquillité, ils ont envie de mener leur vie tranquillement, de mener leurs activités. Si les politiques sont correctes comme ils l'ont été pendant les récentes élections locales, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pour ça que je voulais terminer pour dire que j'insiste pour dire que c'est du dilatoire parce que c'est cette même liste électorale qui a été décriée en 2020, qui a été décriée avant les élections locales de 2021 et les élections locales de 2023. Mais c'est cette même liste-là qui a permis à des candidats de l'opposition de triompher dans certaines localités. À Cocody, où nous sommes, c'est un maire du PDCI qui a battu le candidat du parti au pouvoir. Au plateau, c'est pareil. À Makori, c'est pareil. Et comment? Et même au niveau régional, dans l'Andawa, le président du conseil régional est un candidat du parti au pouvoir, mais il a été battu par l'opposition, par une coalition PPAC, FPI. Donc, où est le débat? Allons-y, allez-y sur le terrain pour une fois, parlons programme. On a 7 mois des élections, il faut qu'on sorte vraiment de ces débats-là. Juste les dernières réactions. Cher confrère Yacouba, tu parles même d'élections ici. Je vous donne une minute. À Cocody où nous en sommes. Comment les choses se sont passées ici? Toi-même, tu as vu la tension qui était. C'est clair, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas la CEI qui vote. Je suis d'accord avec toi que c'est les 9 millions d'électeurs qui votent. Mais il faut créer les conditions, des conditions transparentes. Parce qu'en fait, le processus de proclamation des résultats, il est complexe. Et tout à l'heure, mon ami Bledson, il l'a soulevé. Il faut faire en sorte que ce soit un processus transparent. Il faut faire en sorte que déjà même, il n'y a pas d'intermédiaire comme la CEI, régionale. Il faut prendre des urnes, prendre des trucs dans des bureaux de vote, les acheminer jusqu'à une CEI régionale ou départementale où on doit proclamer les résultats. Après, aller à la CEI régionale, proclamer. Tout ce processus-là, il est complexe et il crée des soucis. Déjà, à partir du bureau de vote, devant les représentants des candidats, déjà, les résultats doivent partir et tout le monde est d'accord là-dessus. Et ça part. Il y a des intermédiaires qu'il faut enlever, il faut supprimer. On a vu dans le cas du Guémon,
Et le cas de Fakobli, on a vu comment les urnes ont été bourrées, les résultats sont sortis et il y a eu des reprises et reprises incessantes d'élections. Moi, je suis d'accord parce que même des candidats du parti au pouvoir, à un moment donné, se sont sentis lésés et ont saisi le Conseil constitutionnel. Il y a eu une reprise dans ces zones-là. Et donc, quand je le dis pour tout le monde. Je ne le dis pas pour l'opposition uniquement. Il faut faire en sorte que ce soit très transparent. Je voulais préciser, là où les élections ont été reprises, ce n'est pas forcément le bourrage. Hein. C'est des urnes qui ont été cassées avant que les gens avant que la Suisse centrale n'ait pu faire la compilation. Donc oui, quand on n'a pas pu faire la compilation, c'est ça. Donc c'est pas un bourrage. C'est l'arrivée. Les gens sont intervenus par le dépouillement parce que il n'y avait pas de... On a 1 minute pour Beta. Oui, mais je pense que quand les uns et les autres réclament la révision de la liste électorale, il ne faudrait pas qu'on botte cela en touche. À raison, vous voyez que quand on a fini les élections, quand on a fini la révision de la liste électorale, on a pu constater quand on parcourait certaines préfectures et certains postes de police qu'il y avait beaucoup encore qui avaient leur dossier bloqué à ce niveau-là, qui n'avaient pas pu les retirer pour aller pour aller se faire enrôler. Ça, c'est un constat. Oui. Donc, quand on a fini cela, parce que l'engouement est venu, quand on regarde même le processus dans son déroulé, l'engouement est venu vers les derniers moments. Après la rallonge qui a été donnée, c'est là qu'on a vu qu'il y a eu un plus d'engouement et les gens sont partis faire leur papier. Le temps de revenir, c'était bouclé. Ils ont demandé encore une autre report, mais qui n'avait pas été accordé. Moi, je veux qu'on s'en tienne aux faits. Les faits, c'est quoi? La révision de la liste électorale pour ceux qui la réclament, et c'est tendancieux, même quand d'autres ne la réclament pas, ça peut souvent, ça donne l'impression que c'est suspect. Pourquoi le RADP ne veut pas de révision? Parce qu'il y a ceux qui ne déclarent pas. Bon, les autres qui le réclament, ils ont des éléments tangibles qui leur font croire que si c'est fait, l'engouement sera plus dense. Parce que les Ivoiriens aiment, à l'approche des élections, ils aiment plus l'élection présidentielle. Et cette élection-là, ça suscite beaucoup plus d'engouement ou bien de dévouement pour les populations que les autres élections. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Je pense que si la révision est lancée, vous verrez que l'engouement sera plus grand que par le passé. Et ça, l'opposition tient ça. Monsieur, ça va vraiment très vite, vous imaginez bien. On va sortir donc du pays pour le deuxième sujet. Déjà des dizaines de jours de guerre dans l'est de la RDC, le M23 avance, mais Kinshasa, de son côté, essaie de s'organiser. On fait le point de la situation avec David Soyo et on se retrouve juste après. Jeudi 27 février 2025, 2 explosions retentissent lors des meetings du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un meeting auquel participait l'un des membres influents du M23, Corneille Nangaa. Bilan, 11 morts et plusieurs blessés. Énième drame vécu par les populations de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans l'est du Congo. Un territoire ravagé par 3 décennies de conflits. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Péné, a condamné fermement ce drame qu'il a qualifié d'acte terroriste odieux. Le M23, mouvement anti-gouvernemental qui s'est emparé de Bukavu le 16 février dernier, accuse le gouvernement de Tshisekedi d'être l'acteur de cette attaque. Un point de vue démenti par le gouvernement congolais qui indexe à son tour le groupe armé. Selon l'AFP, Corneille Nangaa avait quitté la tribune et la place de l'Indépendance au moment des explosions. Pour les experts, le conflit risque de s'enliser davantage sur l'ensemble du territoire congolais. Ça commence à prendre du temps, cette crise dans l'est de la RDC. Bledson Mathieu, faut-il justement craindre l'enlisement de la situation? J'ai deux remarques. Craindre que le M23 soutenu par le Rwanda envahissent entièrement la RDC. Techniquement, ce n'est pas possible. Ils sont 12 millions. La RDC, c'est 120 millions. Ça, donc, techniquement, ils n'ont pas assez d'hommes, d'habitants, je ne peux même pas de soldats pour le faire. Par contre, la crise, on en a vu une comme ça qui est arrivée jusqu'à Kinshasa, jusqu'au renversement du pouvoir de Mobutu Sese Seko. Le Kivu est proche de Katanga et c'est proche de Katumbi, c'est proche de Joseph Kabila. Est-ce qu'en interne, l'opposition ne va pas basculer? Ça, c'est la grosse inquiétude. Est-ce que cette crise qui implique aussi le Burundi ne va pas embraser le Burundi? Parce que dans cette zone-là, c'est une affaire
de Tutsis contre Hutus. C'est d'ailleurs ça le problème de la RDC. Le problème de la RDC vient du fait qu'au Rwanda, il y a deux, je ne dirais pas deux ethnies parce que c'est la même ethnie en fait, il y a deux groupes qui ne s'entendent pas et sont toujours d'accord pour se battre ailleurs. Et le ailleurs, c'est la RDC. Quand les Hutus étaient au pouvoir, les Tutsis avaient fui pour venir en RDC. Quand les Tutsis sont arrivés au pouvoir, les Hutus ont fui avec armes et banques. C'est-à-dire qu'ils ont fui leur argent et ils sont arrivés en RDC. Ils ont commencé à créer une rébellion, d'abord pour s'attaquer aux Tutsis qui étaient encore là, et ensuite se diviser. Vous avez entendu parler des interarmées. Et c'est encore pratiquement ce même mouvement qui continue. Aujourd'hui, le M23, c'est essentiellement des Tutsis. C'est pour ça qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Voilà. D'accord. Beta Michel? Oui, mais cette guerre-là, quand on l'observe aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est devenue une guerre hybride. Parce qu'elle n'est plus maintenant entre seulement le régime de Kinshasa et le M23. Elle va au Rwanda, en Ouganda. Aujourd'hui, le Burundi même a basé des troupes autour de sa frontière pour éviter que dans la prise du Nord Kivu, le M23 vienne à entrer dans ses frontières. Donc, je crois que la crise est en train de s'enliser. Et ça, il faut craindre, parce que le gouvernement rwandais est affaibli. Ça, il a du mal à imposer son autorité sur l'ensemble du territoire. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où la diplomatie aussi se montre inefficace et le pouvoir n'est pas assez fort pour imposer son autorité. À quoi allons-nous assister? Les jours prochains, vraiment, moi, quand j'ai vu l'explosion du 25 février, m'a fait craindre que cette région s'embrase et pour de nombreuses années. Parce que les bombes n'existaient pas à ce temps. C'était l'armée. Aujourd'hui, on met des bombes parmi les populations. Qui sont celles mêmes qui ont posé ces stacks-là? Aujourd'hui, tout le monde se jette la pierre, mais il y a des morts. Il faut situer les responsabilités. C'est pourquoi, tout autant en Côte d'Ivoire, où j'ai un appel à un engagement communautaire de la communauté internationale. Je veux aussi qu'au Rwanda, en RDC, il faut un engagement de toute la communauté internationale. Parce qu'on ne va pas regarder tous les jours les gens s'entretuer, des populations mourir, parce que pendant que nous parlons, la guerre continue et ce sont des morts. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu peut-être excédés de parler du nombre de morts. Sinon, on serait même dégoûté d'entendre tout cela. Vraiment, aujourd'hui, on est à une phase où la mort doit devenir une priorité pour les populations, pour les communautés, et un engagement diplomatique fort doit se faire en RDC pour arrêter cette crise. C'est clavé ou là? Moi, je pense que la RDC est en train de s'enliser dans une crise aujourd'hui face à l'hypocrisie de la communauté internationale. Vous savez, l'ONU a directement accusé le Rwanda et a même dit qu'il y a le Rwanda a 3 000 à 4 000 soldats aux côtés du M23, aux côtés de la rébellion. Mais l'ONU ne dit pas quelles sanctions il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire reculer le Rwanda. L'Union africaine... Mais avant même l'ONU, il y a la SADC, l'EAC, qui tiennent des réunions, mais jusqu'à présent... La diplomatie est inefficace. Et la crise continue, et le M23 progresse, qui a même une aile politique, l'Alliance Fleuve du Congo, qui tient librement ses meetings et qui appelle la population à la révolte contre le gouvernement Tshisekedi, qui lui, à son tour, marche sur des œufs parce qu'en interne, il a une opposition. Vous voyez, c'est de cela que les pays africains doivent parler d'une seule voix. Il ne faut pas laisser les intérêts des puissances sur le terrain. Il ne faut pas jouer le jeu, jouer le rôle. Même l'Afrique aujourd'hui encore. C'est vraiment grave car à cette époque-là, on assiste à ce qui se passe au Rwanda. Il faut ouvertement stopper le M23. Vous voyez, le président rwandais récemment, il s'est prononcé, il a dit que face à la situation existentielle de son pays, il préfère se braquer contre ceux qui veulent venir contre son régime. Et là, il a tout dit. De façon subtile, il est en train de dire que lui, aujourd'hui, il est impliqué dans cette guerre qui est en train de décimer une partie du territoire congolais. Et on l'a dit tout à l'heure, les puissances étrangères sont conscientes, les organisations internationales sont conscientes de ce qui se passe sur le terrain, mais il n'y a pas de sanctions.
il n'y a pas de sanctions. Et le président rwandais, lui, il dit qu'il n'a pas peur des sanctions, mais il regarde faire. Et des gens profitent aujourd'hui des minéraux, des métaux du Rwanda. Ils se la coulent douce sur le dos, et plutôt de la RDC, ils se la coulent douce sur le dos de la RDC. Et puis, on observe, on analyse, et voilà. Yacouba Sangaré, vous pensez que la situation, finalement, est peut-être pas vraiment sous contrôle et que ça peut s'aggraver davantage? Mais vous avez juste le temps de passer la main sur le bout du micro, vous le retournez juste. Voilà. Très bien. Attention de ne pas le... Voilà, ça y est, allez-y. Je ne dis pas que la situation n'est pas sous contrôle, mais je pense que la situation est assez complexe quand même. C'est pour ça qu'on observe un peu la prudence de l'Union africaine sur la question. C'est un conflit qui a quand même beaucoup d'imbrications. D'abord, la zone céleste du Congo, qui a 3 provinces, hein, le nord Kivu, le sud Kivu et l'Ituri. Et ce qu'on oublie, c'est que dans ces zones-là, il y a aussi des Congolais qui sont rwandophones, bon, qui sont un peu tutsis, mais qui vivent là-bas depuis longtemps, mais qui ne sont pas considérés comme des Rwandais. Des Congolais. Oui. Donc, il y a une question identitaire derrière ça. Le M24 le dit. M23. M23, pardon, le dit qu'il faut ça. Ensuite, il y a aussi la question du Rwanda aussi, qui se sent menacé par cette zone-là, parce que le Rwanda estime que dans cette zone-là pullulent des anciens génocidaires Hutus qui ont fui le Rwanda avec la prise de pouvoir par Kagame à l'époque. Donc, le Rwanda estime que ces anciens génocidaires-là peuvent constituer une menace pour sa stabilité. À côté, là, il y a le Burundi aussi, qui n'a pas de très bons rapports avec le Rwanda, mais qui aussi veut soutenir les forces congolaises par rapport à cette situation-là pour éviter et que... C'est la SADC et l'EAC même qui peut régler ça. Ça. Donc il faut aussi préciser que le M23, ils sont certes soutenus par l'armée rwandaise, ce qui est connu de tous, mais à la base aussi, c'est des militaires congolais qui sont issus d'une ancienne rébellion qui était le Congrès national pour la défense du peuple, qui avait signé un accord à l'époque avec Kinshasa. Et puis après, ils ont estimé que Kinshasa n'a pas respecté les accords et cette rébellion est née. C'est l'accord du 23 mars, justement. Du 23 mars, d'où le M23. Voilà, d'où le M23. Donc la situation est vraiment complexe. Il y a les questions identitaires, et puis aussi il y a les questions que je ne nie pas, hein, du pillage des ressources. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites mes bases sur cette zone qui contient beaucoup de minéraux, surtout le coltan, tout le monde sait ce que représente aujourd'hui le coltan dans la production des batteries, des smartphones que nous utilisons. Donc il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'enjeux. Pour moi, je ne crois pas que la violence soit la solution. Parce qu'il y a l'implication des populations dans cette zone-là, aussi bien du côté rwandais que du côté congolais. C'est de poser le dialogue, une vraie médiation. Pour l'instant, la SADC a choisi 3 médiateurs. Les anciens présidents Obasanjo du Nigeria et Uhuru Kenyatta du Kenya. Et puis l'ancien premier ministre d'Éthiopien. Bon, je ne vais pas prononcer son nom, j'ai du mal à prononcer son nom, qui est assez compliqué. Mais son prénom, c'est Haïlé Mariam, je préfère ça. Voilà, donc ils ont la mission de négocier, d'engager le dialogue. Mais la situation est encore complexe parce que les 2 présidents se détestent aujourd'hui. Vraiment, absolument. Et ça ne facilite pas les négociations. Mais Kinshasa est quand même d'accord pour un dialogue direct avec Kigali, Blesson. Oui, en fait, accuser toute la communauté internationale dans cette affaire, bon, moi ça me gêne un peu parce que moi-même je connais bien Goma. Et quand j'essaie de me dire, bon, qu'est-ce que tu peux proposer, je ne trouve pas de solution. C'est-à-dire que, non, on n'a pas une guerre à l'est du Kivu. On n'a pas une guerre. On a le M23 qui prend les villages ou les villes qu'il veut. Il n'y a pas de combat. C'est ça. Non, il n'y a pas de guerre, on tire sur les gens, non. On a des populations qui ne sont pas proches des soldats du M23 qui, elles, se déplacent. C'est ça. Mais l'armée, il n'y a pas de problème. L'armée congolaise, soit elle a fui, et aujourd'hui, l'actualité, c'est de juger les gens, ils sont condamnés à perpétuité, à vie, parce qu'ils ont déserté, parce qu'ils n'ont pas combattu. La RDC n'a pas d'armée en tant que telle. Voilà. Et d'ailleurs, le président congolais... Il n'y a pas de guerre, on va utiliser le mot parce qu'il y a une rébellion qui avance. Donc la communauté est un peu mal à l'aise. Oui. Deuxièmement, en termes d'exploitation des ressources, c'est vrai, c'est une zone immensement riche, mais Kigali n'a pas besoin d'envoyer ce soldat au Kivu, en RDC pour tirer profit de ses ressources. C'est que Goma, la capitale de Goma, c'est Kigali.
C'est-à-dire, ce n'est pas Kinshasa. Entre Goma et Kinshasa. Non, Goma, il faut proche. plutôt dire le Sud Kivu. Goma est la capitale du Sud Kivu. Oui, mais toute cette zone-là. À Kigali. À Kigali, voilà. Ils ne composent pas avec Kinshasa. Il y a 2000 km qui se les séparent, il n'y a aucune route, il n'y a aucune voie. Et vraiment, il n'y a rien. Ils sont plus proches de Kigali. Donc, ils vont tout acheter au Rwanda. Et ce qu'ils exploitent, c'est au Rwanda qu'ils raffinent et qu'ils exportent. Donc, vraiment, c'est pratiquement comme la filière. Enfin, en réalité, il y a un enjeu économique. La filière café cacao en Côte d'Ivoire n'a pas à faire parler avec un planteur pour s'approprier sa plantation. Ils sont assis, le planteur cultive, tu vas leur vendre. Ouais. Mais Michel... Bon, moi, je pense qu'il y a, dans cette guerre-là, on constate que le M23 est en train d'installer un État d'un État. Parce qu'ils ont pris aujourd'hui l'aéroport, ils ont fait partie les forces de l'ONU qui étaient là-bas, ils ont fait partie les forces envoyées par les États de l'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, elles sont en train de prendre le territoire pour elles-mêmes. Elles sont en train de s'installer, avoir une armée. Il faut que demain, elles vont avoir peut-être même un président même dans cette zone-là. Parce que c'est une zone aussi qui est vaste. Moi, je dis, c'est ce que dans leur démarche, dans leur progression, c'est ce que je constate. Elles veulent installer un État dans un État. Et ça, c'est pourquoi je dis, contrairement à ceux qui pensent que cette guerre-là... En réalité, l'objectif, c'est Kinshasa. Non, pas forcément, parce que si elles doivent arriver à Kinshasa, les populations, contrairement à la population du Sud, qu'on a assisté, les populations de l'autre côté sont révoltées contre elles. Elles-mêmes le savent, parce que ça ne sera pas aussi facile comme elles voient des meetings dans lesquels elles ont beaucoup de populations. Ce n'est pas facile dans les autres parties du pays. Hein. Ça, elles le savent, elles ne sont pas dupes. Donc je veux dire qu'en fait, pour elles, c'est d'installer un vrai État dans cette partie-là pour avoir leur partie de la RDC, morceler ce pays-là, et on ne sait pas ce que ça va devenir demain. Donc pour moi, c'est pourquoi je dis toujours dans cette guerre-là, moi j'en appelle à un sursaut de la communauté internationale pour arrêter la progression du M23. Bon, d'accord. S'il faut revenir à la communauté internationale, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Saint-Claver-Oula? Non, mais moi je pense que la communauté internationale, si elle est vraiment sincère quant à l'arrêt des hostilités, il faut vraiment... Est-ce que je vais dire déployer une mission d'interposition dans la zone? Est-ce que c'est efficace? Je pense qu'il faut commencer déjà à parler avec Kagame. Il faut déjà commencer à parler avec Kagame, il faut parler avec le président burundais, parce qu'il faut dire aujourd'hui que, comme l'a dit tout à l'heure mon aîné, qui a son armée de ce côté-là, il faut parler avec lui, il faut parler avec l'Ougandais Yoweri, qui joue à un double jeu, c'est-à-dire il envoie ses soldats en RDC pour combattre l'État islamique aux côtés de la RDC, mais aussi son territoire qui sert de base arrière pour approvisionner le M23, approvisionner des hommes de Kagame qui sont aux côtés du M23. Donc je pense qu'il faut parler avec tous ces présidents-là pour ensemble trouver, et surtout avec Tshisekedi, pour vraiment trouver la solution idéale. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les ressources du Congo, qu'est-ce qu'ils en font pour coller une fois définitivement la paix aux Congolais de cette partie du territoire. Yacouba Sangare, il y a aussi cette communauté régionale de l'Afrique centrale et de l'Est dont les dirigeants sont quand même divisés sur la question aussi. Oui, bon... Dans ce cas, comment ça se passe pour arriver à une fin de la crise? Bon, pour moi, je le dis toujours, hein, il faut le dialogue. C'est vrai que les dirigeants des pays sont divisés en fonction des relations que les uns ont avec les autres. Il y a certains qui s'entendent mieux avec le Congo, d'autres avec le Rwanda. Mais je l'ai dit, je l'insistais, la situation est assez complexe quand même là-bas. C'est-à-dire, il y a la question des peuples imbriqués. Vous voyez, à Goma, quand ils sont arrivés à Goma, il n'y a pas eu de rejet de la population. Pourtant, Goma, c'est un territoire congolais. Donc, c'est ce que j'explique. Donc, cette zone-là, il y a beaucoup de Congolais là-bas qui se sont sentis rejetés par l'État congolais alors qu'ils sont sur le territoire congolais. Donc ça, c'est ces questions qu'il faut régler. Pour moi, il faut vraiment poser le dialogue, vraiment, pour qu'on adresse chaque question cas par cas. D'abord, la question identitaire, il faut régler ça. Ensuite, Kagame, lui, pour arrêter de soutenir, je ne le défends pas, pour arrêter de soutenir le M23, il faut lui donner l'assurance, peut-être que les génocidaires qui sont là-bas ne vont pas constituer une menace
Parce que s'il est convaincu que c'est juste... Et trouver le mécanisme de transaction entre la RDC et puis le Rwanda. Le Rwanda, exactement. Parce que s'il est surtout par le transit. Convaincu que ces génocidaires-là peuvent constituer une menace pour lui, je vous assure qu'il campera sur la même position. Donc, il faut poser le débat sur toutes les problématiques que cette crise-là pose et pouvoir la régler. Mais moi, j'ai un peu foi parce que Obasanjo, Uhuru Kenyatta, c'est quand même des présidents qui sont respectés sur le continent. Et je pense qu'ils vont pouvoir amener le dialogue. Une dernière minute à personne et puis... Bon, Kagame, il est dans une très belle position. C'est pour ça que le problème n'avance pas. Kagame, il est assis à Kigali. Il a peur tu l'as bien levé, il a peur des Hutus qui sont en RDC. Aujourd'hui, son armée est là-bas. Donc, au moins, il dort tranquille. Il n'a pas peur de Tshisekedi, parce que Tshisekedi il a Kinshasa. Quand il a trop fait, il prend l'avion, il va en Europe. Mais il ne mène aucune action sur le territoire, sur son territoire pour préserver l'intégralité de son territoire. Il n'a pas d'armée. Bon, tu dis quoi? Quelqu'un qui n'a pas d'armée, tu vas l'aider comment? L'autre côté aussi, bon, il veut sa sécurité. Il est là-bas, il y a toutes les mines, il exploite tranquillement. Tu vas lui demander pardon. Il faut arrêter ce bonheur-là. Mais c'est un luxe que la RDC offre à Kagame, mais un véritable luxe. D'accord, alors merci. Merci Bledson Mathieu, merci Beta Michel, Yacouba Sangaré, merci. Merci à vous Saint-Claver Oula. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.